Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Géozone. J'espère que votre fin d'année se passe au mieux et que vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors forcément, comme l'épisode 1 des pays qui existeront dans 20 ans est la vidéo la plus vue de ma chaîne et qu'une partie d'entre vous m'a connu grâce à cette vidéo, fallait que j'en fasse une suite. Alors pour rappel, il y a très peu de chances que ces pays soient indépendants un jour, vu que le chemin vers un siège à l'ONU est long et sinueux. Mais pour autant, partons découvrir 5 pays qui existeront peut-être dans 20 ans. Commençons en parlant d'un territoire en route vers l'indépendance, le Groenland. Alors oui, il y a des gens qui vivent au Groenland, ils sont 56 500 et ils sont surtout danois depuis 1814 parce que pas beaucoup de grandes puissances coloniales s'intéressaient à de la glace. Mais aujourd'hui, c'est plus la même et le Groenland devient un centre géopolitique important avec la fonte des glaces. Cependant, les Groenlandais, eux, ils veulent un peu plus d'autonomie. De base, c'est une colonie. En 1953, ça devient un comté d'outre-mer avant de devenir un territoire autonome en 1979 et de gagner encore en autonomie en 2009, même si le Danemark continue de gérer la politique étrangère ou la défense de l'île. Alors là, vous vous dites que finalement, c'est très probable que le Groenland devienne indépendant un jour. Ils ont leur drapeau, leur hymne, leur culture, les habitants sont majoritairement pour et le Danemark est prêt à laisser les Groenlandais choisir leur destin. Tout est réuni. Pourtant, il manque une chose assez importante, l'argent. Et oui, comment tu fais pour devenir autonome quand le pays auquel tu appartiens te donne 480 millions d'euros chaque année, ce qui représente un quart de ton PIB. En fait, pour l'instant, le Groenland doit surtout gagner en stabilité sociétale, parce qu'on ne le sait pas forcément, mais fuite des cerveaux vers le Danemark, un tiers des jeunes groenlandais ont déjà été victimes d'abus sexuels, le Groenland a le taux de suicide le plus haut du monde, avec 82 suicides pour 100 000 habitants, et les politiques du pays sont accusés de corruption, dont l'ancienne première ministre Aleqa Hammond. Alors oui, c'est beau le Groenland, mais le côté sombre est un peu plus sombre que prévu. Et il faut aussi gagner en stabilité économique. Et là, il existe une solution. L'île possède de nombreuses ressources naturelles. Zinc, plomb, pétrole, rubis. Suffit de vendre les droits d'exploitation et le tour est joué. Cependant, est-ce que les Groenlandais prendront le risque de polluer leur île pour un gros chèque venant de Russie ou de Chine? Tout reste à voir. Comme disait Christophe Demargerie, ancien PDG de Total, du pétrole au Groenland, ce serait un désastre. Une fuite causerait trop de dommages à l'image de la compagnie. Est-ce que le Groenland sera indépendant d'ici 20 ans? C'est une possibilité à ne pas négliger s'ils arrivent à gérer leurs problèmes économiques et sociétaux. Continuons en restant en Europe avec un pays que beaucoup de gens voient indépendant dans les prochaines années, l'Écosse. Ce territoire est une nation constitutive du Royaume-Uni, avec l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Chacune de ces régions a son drapeau, son parlement, son premier ministre, sans pour autant être indépendant. Et s'il y a bien un territoire qui souhaite son autonomie plus que les autres, c'est l'Écosse, qui était un État indépendant jusqu'en 1707 et l'acte d'union créant le Royaume de Grande-Bretagne. L'indépendance de l'Écosse, on en a pas mal parlé. En 2014, se tient un référendum sur l'indépendance qui verra le non l'emporter avec 55%. Alors ici, on n'est pas en Nouvelle-Calédonie et il ne doit pas y avoir 3 référendums pour être sûr, donc la question de l'indépendance est entérinée. Jusqu'au Brexit. Et oui, les Écossais ont voté à 62% pour rester dans l'Union européenne. Par conséquent, la contrainte de quitter l'UE a réveillé les envies d'indépendance chez certains et les pro-indépendance en ont profité vu qu'aujourd'hui, le Scottish National Party, qui soutient l'indépendance, est le plus important du pays devant les partis unionistes comme les travaillistes ou les conservateurs. La première ministre écossaise Nicola Sturgeon a demandé un nouveau référendum, mais Boris Johnson est moyen chaud, disant que ce genre de vote ne doit avoir lieu qu'une fois par génération. Donc, quelle solution pour l'Écosse? La façon radicale, déclarer son indépendance de façon unilatérale ou forcer un référendum même si Londres est contre, c'est ce qui s'est passé en Catalogne avec un résultat plutôt mitigé, ou bien attendre une faille et s'engouffrer sur la voie de l'indépendance dans un Royaume-Uni plus fragile, avec une Écosse qui en a marre d'être une banlieue éloignée de l'Angleterre et une Irlande du Nord qui voit les partis prônant la réunification avec les républiques d'Irlande gagner du terrain. Pour ce troisième territoire, on va parler d'un lieu dont j'aurais pu aussi vous parler lors d'un épisode de Méconnu, le Cabinda. Et pour ça, direction l'Afrique et l'Angola, puisque le Cabinda est une enclave angolaise qui se situe juste au nord du pays, entre les deux Congos. Et en fait, on se retrouve dans un conflit qui me fait penser au Sahara occidental. Le Cabinda, c'est un ancien protectorat portugais, qui n'a aucun lien spécifique avec l'Angola. De base, on l'appelait même le Congo portugais. Mais en 1957, les Portugais créent une
administration commune pour l'Angola et le Cabinda, parce qu'ils n'ont plus de thunes tout simplement, et donc en 1975, quand l'Angola devient indépendant, le pays récupère le Cabinda, sans pour autant trop demander leur avis aux locaux. Et donc depuis 1975, ça se tape dessus entre le mouvement populaire de la libération de l'Angola, qui est le parti à la tête du pays depuis 1975, et le Front pour la libération de l'enclave de Cabinda, et qui tua 30 000 personnes en 46 ans. Mais ici, le nerf de la guerre, c'est le pétrole pour changer. Le Cabinda représente 60% du pétrole extrait en Angola. Donc forcément, ils ne lâchent pas leur enclave, mais les habitants sur place ne voient pas vraiment l'argent généré par le pétrole. Les infrastructures sont dans un état miteux, et donc ça pousse la population locale à agir contre le pouvoir de Luanda. Le gouvernement angolais est souvent épinglé par des ONG concernant des détentions arbitraires d'opposants, ainsi que de la torture, et de l'autre côté, les rebelles n'y vont pas de main morte non plus. On parle d'assassinats, d'attaques envers des militaires, ou encore plus grave. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais en 2010, le bus de l'équipe de football du Togo est attaqué à la mitraillette lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Angola. Eh bien, c'est l'œuvre du FLEC qui a attaqué les soldats angolais escortant le bus et le bus du Togo d'Emmanuel Adebayor et de Kossi Agassa par la même occasion, tuant l'entraîneur adjoint, le chauffeur du bus et un journaliste togolais. Est-ce que le Cabinda deviendra indépendant un jour via les urnes ou via les armes? On le verra bien assez tôt. On retourne en Europe pour le 4e territoire de la vidéo. Et on en parle beaucoup en ce moment, la Transnistrie. Alors vous vous demandez sûrement qui parle de la Transnistrie aujourd'hui? Eh bien, tous les fans de football, puisque le club de la capitale du territoire, le Sheriff Tiraspol, joue en phase de poule de la Ligue des Champions et a même gagné contre le Real de Madrid. Mais d'abord, la Transnistrie, c'est où? C'est un territoire situé en Moldavie, le long de la frontière avec l'Ukraine. Et en fait, la région n'a rien à voir avec le reste du pays. On utilise l'alphabet cyrillique et parle russe et non roumain. Ils ont leur propre institution, leur propre président et leur propre drapeau et armoirie. Et là, on remarque tout de suite que la Transnistrie est le dernier bastion de l'URSS. En fait, de base, ils se sont détachés de la Moldavie en 1990 pour rester dans l'URSS. Sauf que l'Union s'est cassée la gueule et donc tout a explosé. En fait, la Transnistrie, c'est un rassemblement des Slaves de Moldavie qui sont contre le rapprochement de la Moldavie avec l'Union européenne et contre la réunification entre la Moldavie et la Roumanie, craignant d'être marginalisés comme ça a été le cas dans les pays baltes. Aujourd'hui, la Transnistrie contrôle de facto un territoire de 4200 km² et de 500 000 habitants avec l'aide des troupes russes qui sont toujours stationnées sur le territoire. Est-ce que la Transnistrie deviendra un pays un jour? C'est très peu probable. Déjà parce qu'aujourd'hui aucun pays ne reconnaît la Transnistrie, mais aussi parce que ce n'est pas forcément l'objectif du pays. En fait, ils ont voté majoritairement pour l'indépendance lors d'un référendum en 1991 et en 2010, ils ont voté lors d'un nouveau référendum à 97% pour rejoindre la Fédération de Russie et de devenir une enclave comme Kaliningrad. Mais forcément, dans le référendum, il n'y avait pas l'option de trouver un accord avec la Moldavie. Et bon, la liberté de la presse ou encore le fait qu'il n'y ait qu'un parti unique ne permet pas aux Occidentaux de reconnaître ce référendum. En fait, la Transnistrie est le maillon d'une idée plus large, celle de la nouvelle Russie, qui comprendrait la Transnistrie, la Gagaouzie, dont je vous parlerai sûrement un jour sur la chaîne, les oblasts de Lugansk et de Donetsk, qui sont toujours en guerre aujourd'hui, ainsi que tout le sud-est de l'Ukraine, et dont la Crimée est le premier maillon. D'ailleurs, 2 jours après le référendum de Crimée en 2014, le président transnistrien Evgeny Shevchuk déclarait vouloir lui aussi rejoindre la Russie. Est-ce que ça arrivera un jour? Nous le saurons peut-être très bientôt. Finissons cette vidéo en s'attaquant à un très gros morceau, le Kurdistan. C'est simple, vous avez été très nombreux à m'en parler dans les commentaires du premier épisode, donc je me devais de vous expliquer la situation. Le Kurdistan, c'est la région de l'ethnie des Kurdes, qui n'est pas réellement bien définie, donc je vous propose une carte qui pourrait s'en rapprocher le plus fidèlement, et qui s'étale en majorité sur 4 pays du Moyen-Orient, la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran. Cependant, ça ne reste qu'une région culturelle, mais pas un pays, alors que de base c'était prévu lors du traité de Sèvres après la fin de l'Empire ottoman en 1920. Mais en 1923, lors du traité de Lausanne, plusieurs pays sont créés, mais pas de Kurdistan à l'horizon. Et depuis presque 100 ans, les Kurdes tentent d'obtenir leur propre État souverain. La situation des Kurdes est différente dans les 4 pays où ils se trouvent. La plus grande partie du Kurdistan se trouve en Turquie. Mais lors de l'arrivée de Kemal Atatürk au pouvoir, il néglige totalement la forte minorité kurde qui se retrouve assimilée de force, et aujourd'hui le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, est considéré comme un groupe terroriste par Ankara.
dira. En Iran, les Kurdes ne sont pas non plus les bienvenus, mais ils sont tolérés, dira-t-on, vu que leur langue est reconnue, ainsi que leur culture. Mais il y a une forte répression des manifestations kurdes qui ne possèdent pas d'autonomie politique ni administrative. La situation des Kurdes est la plus calme aujourd'hui en Irak, avec le Kurdistan irakien, qui est une entité politique autonome reconnue par le gouvernement irakien. Cependant, ça n'a pas toujours été le cas, les Kurdes ayant été bombardés et gazés par les Britanniques lors du protectorat d'Irak, ainsi que par le gouvernement de Saddam Hussein, qui avait pourtant lui-même accordé l'autonomie au Kurdistan. Cependant, aujourd'hui, le Kurdistan irakien reste la zone la plus calme si vous voulez visiter l'Irak. Pour finir, la partie du Kurdistan dont on entend le plus parler en ce moment, le Kurdistan syrien, qui est un territoire contrôlé de facto par le parti de l'Union démocratique, qui est affilié au PKK et possédant sa propre armée, qui fait la guerre contre l'État islamique, tout comme les Kurdes en Irak, tout en ayant des positions vacillantes, en collaborant avec l'armée syrienne libre ou les partisans de Bachar al-Assad au besoin. Alors, est-ce que le Kurdistan peut devenir indépendant un jour? Déjà, devenir indépendant au milieu de 4 pays dont la situation est extrêmement tendue, c'est pas simple, mais de plus, faut de l'argent, comme le Groenland, parce qu'aujourd'hui, c'est le gouvernement irakien qui subventionne le Kurdistan irakien à hauteur de 15 milliards de dollars, tandis que dans les autres pays, les Kurdes sont clairement pas les bienvenus. On peut imaginer que si les Kurdes créent leur propre État par la force, de nombreux embargos, dont un de la Turquie d'Erdogan, empêcheront totalement le pays de se développer, le conduisant tout droit vers une mort certaine. Le Kurdistan deviendra-t-il un pays 100 ans après le traité de Lausanne? C'est la question que l'on continuera à se poser lors des prochaines années. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur 5 pays qui existeront dans 20 ans. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Pour vous, lequel de ces pays a le plus de chances d'exister dans un futur proche? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous pouvez également aimer la vidéo, la partager à vos amis et surtout venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux ainsi que de venir me voir en live sur Twitch. Tous les liens sont dans la description. À la prochaine dans la Géozone. Ciao! Not really long.